Andrea Stella a fait une déclaration qui a suscité beaucoup de discussions, à savoir que Ferrari sera un concurrent pour les victoires lors de la seconde moitié de la saison. BR, mais est-ce vraiment le cas? Ou le fait-il pour faire pression sur l'équipe de Maranello? BR, dans la vidéo d'aujourd'hui, nous verrons comment Ferrari se prépare pour le Grand Prix des Pays-Bas, quel défi la monoplace rouge devra relever sur le circuit de Zandvoort, et nous analyserons d'éventuels changements dans la configuration de l'essieu avant. BR, nous devons également parler de la vidéo de Cadillac où ils ont annoncé leurs pilotes officiels, Pérez et Bottas, et enfin, nous écouterons une rumeur que Cadillac a nié. BR, avant de commencer, n'oubliez pas de laisser un like pour soutenir et de vous abonner pour ne manquer aucune vidéo thématique de Formule 1. BR, cela dit, commençons immédiatement. BR, en 2025, nous avons vu un protagoniste absolu, à savoir McLaren. Une voiture dominante, une équipe fiable et Andrea Stella à la tête d'un projet qui semble ne pas avoir de faiblesse. Cependant, malgré les succès de McLaren, le même Andrea Stella lance un avertissement clair. Ferrari n'est pas du tout hors jeu. Selon le directeur de l'équipe Woking, l'équipe rouge sera un adversaire redoutable à considérer dans la seconde moitié de l'année. Et c'est une déclaration qui change immédiatement la perspective de la saison. Car jusqu'à présent, les chiffres racontent une histoire différente. 14 Grands Prix ont été disputés, une McLaren imbattable et une Ferrari toujours sans victoire. La seule équipe d'élite qui n'a jamais réussi à monter sur la plus haute marche du podium. Une statistique lourde qui, dans n'importe quelle autre époque, aurait déjà provoqué des controverses et des accusations. Cependant, en approfondissant, il y a un détail qui raconte une vérité différente. Malgré toutes les difficultés, Ferrari occupe la deuxième place au classement des constructeurs. Derrière, seulement une McLaren voyageant sur une autre planète. Mais devant Mercedes et Red Bull. Et cela signifie que le potentiel, du moins sur le papier, n'a jamais manqué. Stella l'affirme clairement. Cela ne m'étonne pas car Ferrari a été compétitif lors des courses récentes. Et ils ont raison. À Silverstone, dans le virage chuteau, Leclerc avait le rythme pour pousser. En Belgique, la SF25 a montré des signes concrets de compétitivité tant en qualification qu'en course. Grâce aussi à la mise à jour de la suspension arrière. Et plus d'une fois, la pole position était à portée de main. Donc, nous ne parlons pas d'une équipe en chaos, mais d'un projet qui a montré des éclairs de compétitivité. Qui, s'il se consolide, pourrait changer l'équilibre. Stella met en avant un aspect fondamental. Nous nous sommes donnés à fond lors du premier stint. Et Leclerc a géré l'avance en course. Avec un certain contrôle. Un mot qui capture une réalité précise. Lorsque Ferrari parvient à sortir en tête. Comme en Hongrie. Établis ton propre rythme. Deviens un adversaire crédible. Il n'est pas invincible, mais capable de défier McLaren. Et le message de Stella est encore plus intéressant. Parce qu'il ne se limite pas à Ferrari. Le directeur de l'équipe McLaren élargit la discussion. Chaque fois que nous courons dans la seconde moitié de la saison, nous devrions rivaliser non seulement avec Ferrari, mais aussi avec Mercedes et Max Verstappen. Il a été hors du jeu en Hongrie, mais je suis sûr qu'il trouvera un moyen de lutter pour la victoire. Mais la vraie question est, Andrea Stella ment-il? Ou voit-il vraiment Ferrari comme un adversaire dans cette seconde partie de la saison? Jusqu'à présent, la SF25 a montré des limites claires de cohérence. Trop souvent après une qualification compétitive, en course, le rythme manquait de constance ou la dégradation des pneus survenait, effaçant toute possibilité de victoire. Et il sera intéressant de voir d'où Ferrari partira à Zandvoort, aux Pays-Bas. La nouvelle suspension de Ferrari a permis au SF25 de réduire son déport arrière, augmentant la charge aérodynamique et offrant également plus de confiance avec les pneus neufs en qualification. C'est un fait évident et objectif, confirmé par la pole position de Leclerc en Hongrie. Mais plusieurs doutes subsistent encore. Qu'est-ce qui a réellement causé le problème que nous avons vu dans la seconde moitié de la course en Hongrie sur la voiture de Leclerc? Nous supposons que le problème était lié à la gestion de la pression pour prévenir une usure excessive de la planche du sol. Et à ce stade, Zandvoort devient un terrain d'essai parfait. Car il y a plusieurs virages à haute vitesse. Par exemple, le virage 3 avec une inclinaison de 19 degrés.
et aussi le dernier virage avec une inclinaison de 18 degrés. La force centrifuge déstabilise la voiture et la pousse encore plus contre le sol. Et ici, nous verrons si Ferrari a vraiment des problèmes avec l'usure de la planche, ou si cette nouvelle suspension arrière fonctionne réellement. Ce week-end pourrait marquer un tournant pour Ferrari. En ce qui concerne Hamilton, banalement, Zandvoort pourrait être un circuit qui l'aide, car il n'y a pas beaucoup de décélération brusque ni de freinage soudain. Là où il est important d'avoir une sensation à l'avant, et donc de la confiance dans l'entrée sans sous-virage. Mais, au contraire, il y a beaucoup de courbes longues et rapides, inclinées où l'adhérence est maximale. Et c'est un circuit technique et étroit, là où il est important d'avoir confiance en la voiture. Et il est crucial que Lewis retrouve confiance avec la SF25. Ensuite, nous avons Max Verstappen face à son public local, et Mercedes cherchant à revenir sur le podium. Nous savons que Mercedes rencontre plus de difficultés sur les circuits avec des courbes rapides. Mais, en même temps, aux Pays-Bas, une bonne traction est également nécessaire. Et un bon équilibre. Mais voyons plus précisément le travail que Ferrari réalise avant le Grand Prix des Pays-Bas. Le point central reste le même. Acronyme, Ferrari doit se libérer du sous-virage chronique, ce qu'il a trop souvent limité. Zandvoort est une piste composée de virages à vitesse moyenne et faible, avec un tracé qui récompense les voitures capables de générer de la rotation et de l'adhérence mécanique en maximisant la surface de la piste. L'année dernière, la SF24 a beaucoup souffert dans ce contexte et une partie de son ADN est restée dans la SF25. C'est pourquoi la configuration devient cruciale. Il est nécessaire de protéger l'avant et d'assurer la rotation dans les virages les plus serrés, sans sacrifier la stabilité et l'adhérence à la sortie. Un compromis difficile mais essentiel pour rendre la voiture maniable et compétitive. La bonne nouvelle, c'est qu'avec la nouvelle suspension arrière, la fenêtre d'exploitation s'est élargie. La SF25 s'adapte désormais mieux sans avoir besoin de forcer des configurations extrêmes comme en début de saison. Et il y a un détail qui joue en sa faveur. Zandvoort n'est pas une piste particulièrement sale ou pleine de bosses. Les hauteurs au sol peuvent donc être surveillées plus facilement, permettant à l'équipe de travailler en continu. L'autre facteur important est, comme toujours, la gestion des pneus. Pirelli a défini le Grand Prix des Pays-Bas comme très exigeant pour les pneus. La piste est étroite avec très peu de sections pour refroidir les pneus. L'asphalte est glissant et le niveau de charge requis est élevé. Tout cela conduit à une usure significative et à un risque constant de surchauffe. Cependant, pour Ferrari, ce n'est pas nécessairement une mauvaise nouvelle. À Budapest, avec des températures élevées, la SF25 a bien répondu. La gestion thermique des pneus a été l'une de ses forces, au point de défier Red Bull et Mercedes. Par conséquent, il est raisonnable d'espérer qu'à Zandvoort, la voiture rouge pourra se défendre. Le plus grand problème reste l'activation du composé au début du tour. Trop souvent, Ferrari a du mal à entrer immédiatement dans la bonne fenêtre dans les premiers virages. Et c'est un détail crucial car dans un circuit aussi court et technique, perdre du temps dans la première partie du tour signifie compromettre toute la tentative. Dans le dernier secteur, cependant, le risque est inverse. Une surchauffe et une dégradation accrue défieront tout le monde. C'est dans cette zone que Ferrari espère faire la différence en gérant mieux la dégradation des pneus par rapport à ses rivaux. Et il y a aussi un grand doute. Ce SF25 pourra-t-il s'améliorer suffisamment pour être compétitif ? Ou sera-t-il simplement un banc d'essai pour le projet 678 de 2026 ? Pour être honnête, une mise à jour ne garantit jamais la croissance. Mercedes le prouve, puisqu'ils ont dû faire marche arrière et revenir à la suspension précédente. Après les défaillances de la nouvelle suspension. Celle qui a été introduite d'abord à Imola puis confirmée par la victoire au Canada. Mais c'était un circuit inhabituel et il n'a pas mis en évidence les défauts du V16. Chez Ferrari, les signaux ont été différents. En Spa et Budapest, on a vu une voiture plus adaptable. Plus capable de réagir aux réglages. Un détail que Maranello considère comme fondamental. Car cette connaissance influencera directement le développement de la voiture du futur. Et en tenant compte du fait que dans 68% du temps de tour aux Pays-Bas, l'accélérateur reste complètement ouvert.
Et en même temps, il y a de longues courbes avec de fortes forces G qui usent les pneus avant. C'est un circuit typiquement limité par l'avant. Si vous avez un sous-virage, vous êtes condamné. Et c'est le point que Ferrari doit tenter de résoudre aux Pays-Bas. Et avec une McLaren désormais inaccessible au classement des constructeurs et une Mercedes proche avec seulement 20 points de retard. L'objectif de Ferrari est d'essayer de conserver la deuxième place au championnat du monde des constructeurs et de donner confiance aux pilotes en maintenant une hauteur constante du sol. Et ainsi travailler sur la suspension arrière pour tenter au moins de rivaliser pour le podium à chaque course. Et qui sait, peut-être que la prophétie d'Andrea Stella se réalisera aussi. Voir une Ferrari en seconde moitié de saison, luttant pour la victoire. Et beaucoup pensent que Ferrari pourrait avoir un problème d'aérodynamique à l'avant. En effet, dans certaines conditions, le nez devient trop léger lors du ralentissement. Et le pilote perd confiance spécifiquement à l'avant. À l'avant. Et c'est pourquoi il ne peut pas diriger la voiture correctement. C'est pourquoi on voit souvent une SF25 imprévisible. Surtout entre les mains de Lewis Hamilton. Et attention, pour le Grand Prix des Pays-Bas, la FIA pousse une stratégie à 2 arrêts. Nous savons qu'aux Pays-Bas, la limite de vitesse dans les stands passera de 60 à 80 km/h. Un mouvement destiné à rendre les arrêts en piste plus rapides. Et en conséquence, à inciter les équipes à planifier 2 arrêts en piste plutôt qu'un seul. L'idée est claire. Rendre plus avantageux de s'arrêter plus souvent dans les stands. Des stratégies variées. Et ainsi, augmenter les chances de bataille. Parce que, comme nous le savons, dépasser sur la piste de Zandvoort est presque impossible. Surtout avec ces voitures à effet de sol qui sont si larges. Jusqu'à présent, le pit lane néerlandais, qui est étroit et unique, était limité à 60 km/h pour des raisons de sécurité. Nous savons qu'en comparaison avec 2024, Pirelli apporte des pneus plus tendres C2, C3, C4 donc avec une durée de vie plus courte. Ils sont conçus pour rendre difficile la réalisation de la course en un seul arrêt. Et ce n'est pas la première fois que la Formule 1 cherche des raccourcis pour augmenter le divertissement. Rappelez-vous l'expérience à Monaco avec 2 arrêts obligatoires, qui a été un échec total et n'a pas amélioré le spectacle. Au contraire, cela a laissé les pilotes insatisfaits parce que certains ralentissaient les autres pour favoriser leurs coéquipiers. Prenons l'exemple de Williams, créant une Formule 1 planifiée artificiellement au lieu de laisser les pilotes concourir librement. Et il y a un autre aspect qu'il faut aussi considérer. Zandvoort possède l'une des lignes de stand les plus étroites du calendrier. Augmenter la vitesse augmente également inévitablement les risques. Une contradiction évidente entre l'effort pour garantir la sécurité et la recherche d'un spectacle artificiel. Et attention, je voulais parler de ce sujet, car c'est un détail sous-estimé. Mais il est extrêmement important, car très souvent, les situations sont jugées après coup. Peut-être si un incident grave se produit sur la piste. Mais il est plus important de prévenir que de guérir. Et dans ce cas, était-il vraiment nécessaire d'augmenter la vitesse dans la ligne de stand ? Évidemment, nous verrons ce que nous dit la piste. Mais à mon avis, au lieu de modifier ces éléments, nous devrions envisager de changer la conception de la piste. Pour garantir plus de dépassement pour les pilotes. Pour modifier la taille des voitures, comme cela sera fait l'année prochaine. Mais en augmentant les risques pour la sécurité dans la ligne de stand ou dans d'autres zones critiques de la piste. Je ne pense pas que ce soit la bonne stratégie pour augmenter le spectacle. Forcer 2 arrêts pour les pilotes n'est pas juste. Cela augmente également le spectacle artificiel sur la piste. Comme nous l'avons vu, par exemple, à Monaco. Donc, à mon avis, la FIA prend beaucoup de mauvaises décisions. Mais je suis curieux d'entendre aussi ce que vous pensez tous. Pour conclure, je veux vous parler des nouvelles de Cadillac. En effet, l'équipe américaine a confirmé Bottas et Pérez comme ses pilotes pour 2026. Un choix définitivement conservateur. Et je souhaite en discuter avec vous. Bottas et Pérez sont 2 noms très expérimentés. 2 courses déjà remplies de victoires. Et de podiums. Maintenant appelés à diriger un projet qui repart de zéro. Mais avec de grandes ambitions. Si l'on veut, ils sont les 2 piliers de la saison 2021.
qui ont permis la lutte entre Mercedes et Red Bull lors de cette saison épique. Et pour la première fois, ils se retrouvent sur la piste à concourir ensemble pour la même équipe. Ce n'était pas une décision prise au hasard. En fait, Cadillac arrive en Formule 1 sans expérience directe dans la catégorie reine. Par conséquent, la priorité a été d'avoir 2 pilotes capables d'assurer la stabilité, le retour technique et le leadership dans le développement. Bottas compte 10 victoires, 67 podiums et 20 pôles derrière lui. Il a toujours été un soldat de Mercedes. Celui-ci, durant les années triomphantes de Hamilton, a marqué de nombreux points et aidé le pilote britannique. Sans aucun doute, il a connu des saisons difficiles chez Sauber avant de devenir le 3e pilote de Mercedes. Et maintenant, il revient à un rôle principal. Tandis que Pérez a obtenu 6 victoires, 39 podiums et 3 pôles. Après avoir quitté Red Bull, il s'est retrouvé hors du cirque. Cadillac le ramène en grille, en plus d'offrir au projet un pilote très apprécié en Amérique latine. Avec une grande couverture médiatique et commerciale. Ensemble, ces 2 pilotes ont participé à plus de 500 grands prix. Pour une équipe qui débute en Formule 1 pour la première fois, c'est une garantie. Derrière l'arrivée de Bottas se trouve, sans aucun doute, aussi la main de Toto Wolff. Il l'a concédé à Cadillac et a permis aux négociations avec l'équipe de se conclure. Et l'objectif pour Cadillac est de raviver le sport automobile américain. Avec 2 pilotes extrêmement expérimentés. Et Riccardo Ceccarelli, un entraîneur mental pour plusieurs pilotes, a également donné son avis sur la décision de Cadillac. Il a dit que les chefs d'équipe ne veulent plus prendre de risques. Et c'est un fait. Ils veulent plus de garanties. Dans le passé, nous avons vu plusieurs équipes oser en pariant sur des pilotes de la Formule 2 en les faisant passer en Formule 1. Peut-être 2 jeunes pilotes en même temps. Par exemple, pense à quand Asa a parié sur Mazepin et Mick Schumacher. Cette stratégie de placer de jeunes pilotes sans se soucier de rien n'est plus considérée par les équipes. Surtout celles qui sont à la moitié du classement. Qui ont un plafond budgétaire qui limite beaucoup leur développement pendant la saison. Ainsi, tout incident survenant coûtera très cher à une équipe. Considérons, par exemple, la situation de l'année dernière avec Williams et Franco Colapinto. Logan Sargent, qui a causé de nombreux incidents pour l'équipe, et qui ont coûté cher à une équipe de faible rang comme Williams. Ces situations ne sont plus souhaitables en Formule 1. C'est pourquoi, une nouvelle équipe entrant en F1 pour la première fois, comme Cadillac, ne veut pas prendre de risques et se concentre sur des pilotes expérimentés. Pour consolider sa présence dans le circus. Pour augmenter ses connaissances en recueillant des informations de Mercedes avec Bottas et de Red Bull avec Pérez. Et aussi, pour limiter le nombre d'incidents. Maximiser les points obtenus à la fin de la saison. Pour également augmenter le bonus obtenu lors du classement. Et tous ces éléments influencent les décisions d'une équipe. C'est pourquoi la décision de Cadillac ne me surprend pas. Et je la considère comme la bonne. Il s'agit de se concentrer sur les pilotes expérimentés. Certainement, ce choix limite les jeunes pilotes, qui ont moins d'opportunités de faire leur début. Bien que nous ayons vu beaucoup de débutants arriver en Formule 1 cette année. Mais peut-être que tous n'arrivent pas dans la même équipe en même temps. Ils arrivent après avoir passé plusieurs essais. Après avoir participé à plusieurs séances lors des années précédentes. Des séances d'essais libres dédiées aux débutants. Et surtout en étant jumelés avec un pilote expérimenté. Par exemple, pense à Berman. Hülkenberg avec Bortoleto. Fais-moi savoir ton avis sur tous les sujets que nous avons abordés dans la vidéo. Comme toujours, je te rappelle de laisser un like, de t'abonner et d'activer les notifications. Pour ne manquer aucune vidéo sur la Formule 1 et Ferrari. C'est tout depuis